Bonsoir à tous, bienvenue pour ce numéro spécial de votre émission depuis Washington, consacré à la visite effectuée mardi dernier par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans la capitale américaine. Cette visite a été marquée par une rencontre avec Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, ainsi que d'autres personnalités éminentes de l'administration du président Donald Trump. À l'issue de cette rencontre décisive, une déclaration du département d'État américain a souligné la solidité du partenariat entre les États-Unis et le Maroc pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Sous la direction du président Donald Trump et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les deux parties ont exploré les moyens de renforcer leur coopération, en particulier en s'appuyant sur les accords d'Abraham et en étendant les échanges commerciaux au bénéfice des deux nations. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a réaffirmé la position du président Trump, insistant sur la nécessité pour le Hamas de libérer immédiatement tous les otages, tout en saluant le rôle de leader du Maroc dans la promotion d'un avenir meilleur pour les Palestiniens, les Israéliens et les peuples de la région. En outre, nous avons eu confirmation via un tweet du secrétaire d'État américain affiché à l'écran que les États-Unis continuent de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il a également exprimé l'appréciation des États-Unis pour l'initiative marocaine d'autonomie qu'il considère comme une proposition sérieuse, crédible et réaliste, représentant la seule solution viable à ce conflit. Les deux ministres ont par ailleurs renouvelé cette reconnaissance et exprimé leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie comme cadre exclusif pour une résolution juste et durable. Le secrétaire d'État Marco Rubio a réitéré l'appel du président Trump à toutes les parties concernées, les incitant à entamer des négociations immédiates avec la proposition d'autonomie marocaine comme seul fondement. Il a également affirmé que les États-Unis continueront de contribuer activement à faire avancer ce processus. إلى الدخول في مفاوضات دون ما تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستسهم في دفع هذا المسار قدما، وانتهى بيان الخارجية الأمريكية. Dans cette édition spéciale, je vous propose un résumé des réactions recueillies auprès d'un panel d'analystes et de politiciens qui suivent de près l'évolution des relations maroco-américaines. Nous aurons le plaisir d'accueillir entre autres l'ancien congressman américain Tom Davis, l'ex-stratège en communication de la Maison-Blanche Mark Feifly, ainsi qu'Ilan Berman, avocat et vice-président principal de l'American Foreign Policy Council à Washington. Le docteur Nabil Michael, professeur à l'université George Washington, nous apportera également son éclairage. Nous serons également rejoints par George Landreth, chroniqueur, avocat et ancien candidat au Congrès de l'État de Virginie, ainsi que par M. David Aronson, chercheur invité à la Heritage Foundation et ancien directeur adjoint d'Abraham Accord Peace Institute. Bienvenue à tous. Alors la visite du ministre marocain n'a pas été une simple rencontre diplomatique. Elle a illustré la profondeur et la solidité des relations maroco-américaines basées sur l'amitié, la coopération et un respect mutuel.
Nous analysons aujourd'hui en détail avec nos invités les répercussions de cette visite extrêmement importante. Écoutez, je considère que cet événement revêt une importance capitale et que le moment choisi est particulièrement significatif. Il est indéniable que la première réunion avec un dirigeant nord-africain, à savoir le ministre Bourita, constitue un signe très encourageant, témoignant de l'attention que l'administration Trump porte à cette relation. En effet, cette dernière se souvient de la vigueur des liens bilatéraux renforcés lors de son précédent mandat grâce aux accords d'Abraham et aux échanges bilatéraux. La présence du ministre Bourita intervient à un moment crucial dans un contexte où ces derniers jours, nous avons observé l'émergence d'une politique économique américaine marquée par un tournant protectionniste. Cette dynamique aura des répercussions sur le Maroc, tout comme sur l'ensemble des nations à travers le monde. Il incombe au Maroc donc de trouver les moyens de naviguer avec discernement dans ce nouvel environnement, tout en poursuivant les discussions sur les liens stratégiques entre les deux pays. Cela demeure d'une importance primordiale. Le moment est d'autant plus stratégique qu'il précède la réunion de l'ONU de mi-avril, centrée sur la question du Sahara. Tout d'abord, il convient de souligner que les relations entre les États-Unis et le Maroc surpassent largement celles de l'Amérique avec tout autre pays africain. En effet, le Maroc est le seul pays du continent à avoir signé un accord de libre-échange avec les États-Unis, et ce, sans égal. De plus, le Maroc n'est pas seulement un partenaire commercial privilégié, mais également un allié stratégique majeur des États-Unis, bien qu'il ne fasse pas partie de l'OTAN. Il faut également rappeler que le Maroc fut le premier pays au monde, en 1777, à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Cette reconnaissance précoce illustre l'ancrage historique profond de cette relation, une relation qui se caractérise par sa nature et sa solidité. Elle n'est pas uniquement ancrée dans le passé, mais aussi dans les dynamiques politiques actuelles et futures. Le Maroc, en tant qu'acteur régional majeur, se positionne résolument comme une force pour le bien, pour la stabilité, la sécurité et la paix. À cet égard, le Royaume lutte activement contre l'extrémisme régional, contribuant ainsi à la stabilité de la région. Le Maroc a par ailleurs signé l'accord tripartite dans le cadre des accords d'Abraham, une initiative qui a considérablement renforcé la paix au Moyen-Orient. Je n'ai aucun doute qu'avec le leadership affirmé du président Trump et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les liens entre les deux pays continueront de se développer pour atteindre des niveaux encore plus élevés. C'est une question pertinente. Je pense qu'elle illustre parfaitement l'intensité des relations bilatérales et le fait que l'administration américaine reconnaît pleinement le rôle de leader du Maroc sur la scène mondiale. Au-delà de cela, il est important de noter que le secrétaire d'État et le président ne sont en fonction que depuis quelques mois et qu'ils manifestent déjà un désir fort de rencontrer les responsables marocains et de collaborer avec eux. Ce rapprochement précoce témoigne, à mon sens, de la solidité de cette relation, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'elle existe depuis plus de 250 ans. Cependant, elle est particulièrement intense à l'heure actuelle, en grande partie parce que Donald Trump perçoit la valeur du leadership marocain dans la région. Cela explique d'ailleurs pourquoi il a soutenu le plan d'autonomie du Maroc lors de son premier mandat. L'approche stratégique de l'administration américaine est claire. Il leur paraît logique d'intégrer le Maroc dans ce processus plutôt que de permettre à d'autres acteurs de revendiquer cette position. Pour moi, cela démontre la force d'une relation qui se renforce constamment et l'engagement mutuel à travailler ensemble. Il est également intéressant de noter que le président Trump et le secrétaire Marco Rubio appellent d'autres nations à reconnaître l'importance du Maroc et à soutenir son plan, soulignant ainsi la légitimité de sa position dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Je pense que cet événement revêt une signification profonde. En effet, de nombreux pays cherchent à marquer leur position en étant les premiers à rencontrer les États-Unis, cherchant ainsi à affirmer leur influence. Dans ce contexte, le fait que le Maroc ait été le premier pays reçu dans cette région est particulièrement significatif. Le Maroc se distingue par sa stabilité dans une région encore largement marquée par une certaine instabilité. Cette période est extrêmement intense et Rubio a un agenda particulièrement chargé. Toutefois, il convient de souligner 2 ou 3 points essentiels. Tout d'abord, le fait que Rubio ait pris le temps, malgré son agenda surchargé, d'inviter le chef de la diplomatie marocaine à Washington témoigne de la relation étroite qu'il entretient avec la communauté internationale. M. Rubio est impliqué dans de nombreux dossiers cruciaux, notamment en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, ainsi que dans les préparatifs d'une réunion imminente avec ses homologues iraniens à Oman. En outre, la guerre commerciale qui occupe une part importante de l'attention à Washington s'ajoute à un contexte déjà complexe. Dans ce cadre, le fait que Bourita soit le premier représentant d'un pays du Maghreb à être reçu par Rubio souligne la solidité de nos relations bilatérales. Récemment, nous avons vu des échanges entre le roi de la Jordanie et le président Trump, ainsi qu'une discussion entre ce dernier et le président égyptien. Cependant, la nature particulière de cette rencontre, notamment après la visite de Netanyahou, met en lumière l'importance croissante des liens entre les États-Unis et le Maroc. De plus, ces relations de travail ne se limitent pas à des réunions ponctuelles ou à des conférences de presse. Elles permettent à nos équipes respectives de collaborer concrètement sur une multitude de questions cruciales. Cela inclut les défis actuels au Moyen-Orient, notamment à Gaza, ainsi que la situation dans la région du Sahel et du Sahara. L'objectif étant d'apporter la paix et la prospérité à ces régions. Nous envisageons également une coopération accrue dans le cadre de l'exercice militaire African Lion entre les États-Unis et leurs alliés africains. Tout cela se déroule à un moment particulièrement stratégique où les enjeux sont considérables et les défis nombreux. L'administration Trump reconnaît et salue le rôle stratégique du Royaume du Maroc, dont l'influence dépasse les seules sphères régionales arabes et islamiques pour s'étendre à l'échelle internationale et mondiale. Une reconnaissance qui dépasse le cadre des intérêts bilatéraux entre les deux pays et s'inscrit dans des enjeux majeurs à portée globale. Cette dynamique souligne l'importance de la reconnaissance par Washington du Maroc, notamment par le fait que le ministre Bourita soit le premier à rencontrer des responsables américains dans ce cadre. Cela témoigne de l'influence de cette relation historique qui remonte à l'époque où les sultans de Marrakech ont reconnu les États-Unis, un acte qui préoccupait profondément le général George Washington, fondateur des États-Unis. Il s'agit là d'une grande marque de reconnaissance envers cette figure historique. L'administration Trump ne se contente pas de valoriser cette mémoire, mais cherche également à traduire cette relation ancienne en politique concrète. Le Maroc, en tant que partenaire stratégique des États-Unis, joue un rôle clé dans plusieurs enjeux cruciaux, notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurisation de la région du Sahel, la lutte contre l'immigration clandestine, et même dans le domaine des technologies de demain, comme le développement de la voiture à hydrogène, un projet que plusieurs centres de recherche explorent également. Les relations entre les deux pays se renforcent donc continuellement et je suis convaincu que le ministre des Affaires étrangères du Maroc a su aborder avec sagesse et discernement les multiples domaines d'échange avec son homologue américain. Bienvenue à tous. Voilà, nous venons d'entendre donc les évaluations fondées principalement sur une vision largement partagée au sein des différents groupes politiques américains. Toutefois, les résultats nouveaux, voire réaffirmés de cette visite sont d'une importance capitale. Il s'agit tout d'abord de la réaffirmation par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara marocain, ainsi que de la confirmation que l'initiative d'autonomie et sous souveraineté marocaine constitue la seule solution viable à ce conflit artificiel. Et il convient là de souligner l'importance du terme « seul » dans ce contexte.
Il convient de souligner 2 points essentiels à cet égard. Tout d'abord, la réalité politique sur le terrain est évidente. Il était raisonnable de s'attendre à ce que l'administration Trump poursuive la politique qu'elle avait adoptée lors de son premier mandat, notamment en réaffirmant la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ce soutien est fort apprécié, mais il n'est pas surprenant. En revanche, la deuxième question relative à la sécurité dépend largement des réalités sur le terrain. Il serait certes judicieux que la Maison-Blanche désigne le Polisario comme groupe terroriste. Mais cela n'empêcherait pas, d'un point de vue pratique, le Polisario de continuer à mener des actes hostiles contre le Maroc. Cela n'empêcherait pas non plus le Maroc de se défendre, ni d'autres mesures éventuelles que les États-Unis pourraient prendre, notamment en matière de sanctions à l'encontre des zones contrôlées par le Polisario. Ce que je perçois dans l'attitude actuelle de Washington, c'est une volonté de maintenir une porte ouverte pour d'éventuelles discussions avec l'Algérie. À titre personnel, je doute que cela soit véritablement productif, mais il semble que du point de vue marocain, cette approche soit généralement vue de manière positive. Je considère cela comme d'une grande importance. La décision historique du président Trump en décembre 2020 de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara dans le cadre de l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël a marqué un tournant décisif pour cette politique. Il convient de souligner que cette initiative n'a pas été isolée, car plusieurs autres pays ont emboîté le pas. Nous avons observé ce soutien croissant, notamment de la part de l'Espagne, de la France, d'Israël et d'autres nations. Il est également crucial de revenir sur la dynamique des années récentes, d'autant plus. Je pense que cette nouvelle déclaration permet de rétablir cet élan et de replacer nos relations dans la trajectoire qu'elles méritent. Je me dois d'être franc et je reste quelque peu sceptique quant à la capacité de l'Algérie à adopter une position constructive. Leur histoire montre une tendance à ne pas prendre les mesures appropriées. En ce sens, ils se trouvent à l'opposé du Maroc. En effet, le Maroc, à travers ses dirigeants, met un effort considérable pour œuvrer en faveur de ses citoyens, pour promouvoir la liberté, les opportunités et créer une stabilité économique. Leur travail dans ce domaine est louable. À l'inverse, il semble que l'Algérie, pour être honnête, adhère davantage à un modèle inspiré du système communiste russe, caractérisé par le contrôle et la dictature. Cela les conduit à adopter des actions qui non seulement nuisent à leurs voisins et à la région, mais se retournent également contre leurs propres intérêts et ceux de leur peuple. C'est pourquoi je suis dubitatif quant à leur capacité à agir de manière juste. Ma recommandation serait donc de les encourager à rectifier leur approche. Peut-être cela pourrait-il les surprendre positivement. Cependant, en attendant, il paraît judicieux d'envisager de désigner le Polisario pour ce qu'il est réellement, à savoir une organisation terroriste, et d'informer l'Algérie que si elle persiste à le soutenir, des sanctions seront appliquées, à l'instar de celles imposées à des États comme l'Iran pour leur soutien au terrorisme. Je considère que cela a été une démarche positive. L'ambiguïté concernant la situation dans le Sud, sous la direction d'un leader tel que Donald Trump, semble désormais dissipée pour les 4 années à venir. Le président a clairement exprimé la position des États-Unis et son engagement à la maintenir. À mon avis, cela renforce cette relation dans une région du monde où des incertitudes persistaient. Je pense que M. Trump souhaite vivement poursuivre la collaboration qu'il a entamée à la fin de son précédent mandat, notamment à travers l'accord d'Abraham avec le Maroc et la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Cet engagement a été d'une grande importance et s'est maintenu tout au long de son administration, devenant désormais une réalité consolidée. Le véritable défi pour M. Trump, pour le Maroc et pour l'ensemble de leurs institutions et dirigeants consiste désormais à définir la prochaine étape. Quelles nouvelles initiatives peuvent-ils entreprendre? Comment peuvent-ils œuvrer pour instaurer la paix dans les régions comme le Sahara, où la situation est complexe depuis si longtemps? Comment exploiter l'influence et les capacités du Maroc pour favoriser la paix et un avenir meilleur pour les Palestiniens, notamment à Gaza et ailleurs? Comment coopérer pour contrer l'Iran et ses actions néfastes?
Comment renforcer le développement économique du Maroc, améliorer le revenu par habitant grâce au commerce et aux opportunités économiques? Je considère que la visite de Bourita dans les 100 premiers jours de l'administration Trump témoigne de l'engagement fort des deux pays. Elle souligne leur volonté commune de travailler ensemble de manière proactive, collaborative et déterminée pour trouver des solutions visant à rendre le monde plus sûr, à protéger leur population et à garantir un avenir plus prometteur pour les générations futures. C'est une excellente occasion pour ces deux nations de saisir cette dynamique dès le début et de la faire fructifier tout au long des 4 prochaines années. Je suis convaincu que le président Trump est résolument déterminé à ce que le Royaume du Maroc exerce pleinement sa souveraineté sur le Sahara. Il n'a donc pas hésité à prendre cette décision, considérant le Sahara comme une composante essentielle de l'entité marocaine. En outre, je crois que cette conviction est profondément ancrée dans l'esprit des principaux conseillers du président Donald Trump. Merci de nous suivre. Comme vous l'avez entendu et observé, certains de nos invités ont dépassé le simple commentaire concernant la décision des États-Unis de réaffirmer leur position antérieure en reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Certains ont soulevé la question de l'implication du Polisario dans des actes qualifiés de terroristes au regard des lois et normes internationales en vigueur. Tout acte visant à causer des dommages ou à menacer est considéré comme du terrorisme et les États-Unis classent parmi les groupes terroristes tous ceux qui recourent à la violence et ciblent des civils. La question demeure, selon nos invités, qu'est-ce qui retarde la classification du Polisario comme un mouvement terroriste et qu'est-ce qui empêche l'Algérie d'être désignée comme un État sponsor du terrorisme? Il est important de noter qu'après avoir classé des groupes comme le Hezbollah parmi des organisations terroristes, et sachant que le Hezbollah soutient, entraîne et arme le Polisario en coordination avec l'Algérie, on peut légitimement se demander pourquoi le Polisario ne subit pas le même traitement. Les civils dans les provinces du Sahara marocain ont souffert des maux infligés par le Polisario et du soutien que lui apporte l'Algérie, ainsi que de celui de certains acteurs de l'Axe du Mal à travers le monde, contribuant ainsi au terrorisme. Les Marocains innocents ont enduré la trahison de leurs voisins et aujourd'hui ce sont des témoignages de justice étrangers qui reconnaissent le Royaume du Maroc comme une terre de paix, de stabilité et de cohésion, où se concrétise une symbiose parfaite entre le trône et le peuple. Bon, vous avez parfaitement raison dans vos propos en observant les actes du Polisario, notamment les attaques contre les civils, les déclarations qu'ils ont faites, ainsi que les armes et financements qu'ils ont reçus. Il est évident que tout cela provient, comme vous l'avez souligné, de l'Iran ou de l'Algérie. Ces derniers constituent effectivement un axe du mal, celui du terrorisme. Ils ne se trouvent pas du côté des États-Unis ni du monde occidental, mais bien aux côtés du terrorisme et de l'extrémisme. J'espère que les peuples du monde occidental et les États-Unis prendront conscience que l'Algérie ne se situe pas du côté de la modernité ni du monde libre, Hezbollah ou des Houthis. Il est donc impératif de les traiter de la même manière. Comme vous l'avez mentionné, si nous nous alignons aux côtés de nos alliés tels que le Maroc et des autres nations partageant les mêmes valeurs, tout en nous opposant fermement aux organisations terroristes attaquant les civils, cela constituerait une politique extrêmement intelligente, propice à une région plus pacifique, plus sûre et plus stable, tant au Moyen-Orient qu'en Afrique du Nord et au-delà. Je considère que le Maroc est perçu comme le pays le plus stable de la région, maîtrisant ses frontières et n'étant pas menacé de la même manière que d'autres nations.
Cette région du monde, cependant, revêt une importance stratégique majeure en raison de la prolifération du terrorisme, qui ne se limite pas à l'Afrique, mais s'étend également au Moyen-Orient et au-delà. Il est crucial de contenir cette menace et de mettre en place des mécanismes pour y faire face. À cet égard, le rôle du Royaume est fondamental. Toutefois, nous avons déjà observé dans d'autres pays la déliquescence des États, l'émergence de régimes terroristes et la propagation de leur influence à l'échelle mondiale, y compris aux États-Unis, comme en témoignent les attaques du 11 septembre. Ainsi, le Maroc joue un rôle critique dans la sécurité des États-Unis. Tenter de contenir le terrorisme dans cette région est un défi complexe, mais le Maroc reste un allié stable et fiable. Dans une zone caractérisée par une grande instabilité, le Maroc se distingue comme un bastion de stabilité. Cette relation, qui remonte à plusieurs décennies, a évolué en une coopération solide. Nous avons donc besoin de ce partenaire stable pour continuer à collaborer sur de nombreux fronts, non seulement économiques, mais également en matière de renseignement. Le Maroc constitue ainsi un pivot stratégique essentiel pour faire progresser nos objectifs. Je me réjouis de constater à travers les actions du secrétaire d'État cette reconnaissance publique de l'importance du Maroc. Une réalité que nous comprenons et valorisons ici à Washington depuis longtemps. Vous suivez actuellement une édition spéciale de votre émission depuis Washington, consacrée aujourd'hui à la visite extrêmement importante de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, dans la capitale américaine, Washington. Nous mettons également en lumière son entretien avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Mais avant de poursuivre, nous allons faire une courte pause, alors restez bien avec nous. Entre Washington et Rabat s'est établie une coopération sans précédent dans l'histoire moderne de deux nations. Ces relations remontent à 1777, lorsque le Maroc fut le premier pays à reconnaître officiellement l'indépendance des États-Unis. En 1786, les deux parties signèrent un traité de paix et d'amitié toujours en vigueur aujourd'hui, ce qui en fait le plus ancien traité bilatéral continu de l'histoire des États-Unis. Ce traité a jeté les bases d'une relation diplomatique et commerciale solide, fondée sur l'égalité, les intérêts communs et le respect mutuel. Au fil des décennies, les relations entre les deux pays ont évolué pour inclure des domaines variés, allant de la lutte contre le terrorisme et la coopération en matière de sécurité aux échanges culturels et commerciaux. Depuis 2004, le Maroc a été désigné comme un allié majeur hors OTAN et accueille chaque année les manœuvres African Lion, l'un des plus grands exercices militaires multinationaux en Afrique, organisés en partenariat avec les forces armées royales marocaines et les forces américaines. En 2006, l'accord de libre-échange entre les deux pays est entré en vigueur. Plus récemment, un projet de résolution a été présenté au Congrès américain pour célébrer l'amitié historique et stratégique entre les deux nations, reconnaissant le Maroc comme un partenaire fiable et un État stable dans une région caractérisée par des turbulences, voisinant des alliés traditionnels du bloc de l'Est, souvent opposés aux intérêts américains, tels que le régime militaire en Algérie. Bienvenue à tous dans cette seconde partie de cette émission spéciale depuis Washington. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une nouvelle victoire diplomatique du Maroc, une fois de plus acquise depuis la capitale américaine. Le président Donald Trump, par l'intermédiaire de son secrétaire d'État Marco Rubio,
a réaffirmé la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara suite à sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, mardi dernier. Cette déclaration de reconnaissance inclut également l'approbation de l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, jugée comme la seule solution viable à ce conflit artificiel. Les États-Unis ont souligné leur engagement à œuvrer pour une résolution juste de cette question, visant à mettre fin aux souffrances de dizaines de milliers de personnes retenues dans les camps de Tindouf. Ces camps sont devenus des foyers de terrorisme, de contrebande et de criminalité transfrontalière. La lutte contre le terrorisme ne pourra en effet être efficace qu'en s'attaquant à ses racines et en éliminant ses causes profondes. باجتثاث جذوره أمنياً واستئصال أسبابه ومسبباته فقد حرص المغرب بقيادة جلالة الملك. Sous la conduite de Sa Majesté le Roi, le Maroc a fait de la lutte contre le chômage, la pauvreté et leurs conséquences sociales et économiques un acte majeur du développement humain. Ces efforts ont désormais attiré l'attention de grandes économies mondiales qui voient dans le Maroc une porte d'entrée stratégique vers les marchés africains, dans un contexte marqué par un intérêt croissant pour ce marché émergent. Les succès du royaume sur le continent africain sont le fruit d'une approche proactive et visionnaire, guidée par une sagesse royale remarquable. Je suis convaincu que le terme partenaire est adéquat. En effet, il reflète parfaitement la situation actuelle. Toutefois, soyons clairs, cette dynamique existe depuis un certain temps. L'une des erreurs majeures de l'administration Biden, lorsqu'elle était en fonction, fut de ne pas capitaliser sur cette dynamique, sur l'élan instauré sous l'administration Trump. Rabat et Washington se sont en effet rapprochés de manière significative sur les plans politiques, économiques et stratégiques. Il est regrettable que la position privilégiée du Maroc, tant sur le continent africain que dans ses relations avec l'Europe, n'ait pas été pleinement exploitée pour en tirer tous les bénéfices. J'espère qu'avec le retour de l'administration Trump à Washington, la Maison-Blanche saisira pleinement l'ampleur de cette relation qui est déjà solide, mais qui pourrait être renforcée de manière stratégique au bénéfice des deux nations. Une telle collaboration pourrait connaître un essor significatif dans un cadre de coopération mutuellement avantageux. Je considère que les premiers signes indiquent que la visite s'est déroulée de manière très positive. D'autant plus que même si la simple réaffirmation de la relation stratégique aurait suffi à en faire une visite réussie, elle prend une dimension particulièrement productive en raison de l'évolution qui semble s'opérer. En effet, cette visite marque un progrès notable en termes de consolidation de la légitimité politique du Maroc sur son Sahara et d'un alignement plus concret et stratégique entre Washington et Rabat, notamment en ce qui concerne leur vision respective de la région. Je pense que l'avenir est crucial car l'influence des États-Unis sur le continent africain est en pleine mutation. Le Pentagone, dans le cadre de sa réduction de personnel et de forces, réduit sa présence en Afrique, ce qui comporte des risques accrus en matière de sécurité et ouvre la voie à des acteurs hostiles comme la Chine et la Russie qui sont en désaccord stratégique avec les États-Unis. La manière dont le Maroc abordera cette situation jouera un rôle déterminant dans l'évolution de cette relation. À l'heure actuelle, la relation entre les deux pays est très solide. Le Maroc, qui prend de plus en plus de place en tant que leader sur le continent, doit cependant faire face à ces nouvelles dynamiques internationales. Je m'attends à ce que cet alignement se renforce dans les années à venir, mais il est évident que des défis devront être relevés. Tout d'abord, les relations économiques entre les États-Unis et le Maroc sont solides. Comme vous l'avez souligné, le Maroc étant un partenaire commercial clé des États-Unis est le seul pays en Afrique avec lequel ils ont un accord de libre-échange. En ce qui concerne la route maritime, les États-Unis, en tant que premier pays à avoir instauré un système de quotas d'émissions, jouent le rôle de gardien occidental de l'Atlantique, tandis que le Maroc constitue la porte orientale de cet océan stratégique. Il est crucial que deux nations stables assurent la protection de cette voie maritime essentielle, car elle représente un axe commercial majeur entre les continents d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.
Nous avons pu observer les conséquences dramatiques lorsque des acteurs malveillants tels que des groupes terroristes ou des régimes instables prennent le contrôle des routes maritimes, comme cela se produit dans la mer Rouge avec les Houthis. Il est impératif d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise en Méditerranée ou dans l'Atlantique, car cela porterait un coup fatal au commerce maritime international. Le Maroc et les États-Unis doivent donc collaborer étroitement, non seulement pour développer leurs échanges commerciaux, mais aussi pour sécuriser les routes maritimes. Le Maroc n'est pas seulement la porte d'entrée de l'Afrique, mais aussi celle de l'Europe, de la Méditerranée, de l'Atlantique, de l'Amérique et de multiples autres régions à travers plusieurs continents. Par conséquent, l'impact de cette relation est non seulement bilatéral, mais véritablement multilatéral et multicontinental, ce qui souligne l'importance stratégique de ce partenariat sur le plan économique. Je suis convaincu que ces deux nations continueront de se développer conjointement, car elles partagent des objectifs profondément similaires. Toutes deux aspirent à avoir une stabilité durable au Moyen-Orient, ainsi qu'à promouvoir la réussite et la stabilité économique et politique des nations africaines. Le Maroc incarne d'ailleurs un modèle pertinent dans ce contexte. En effet, il illustre parfaitement ce que devraient être les trajectoires et les dynamiques à suivre. Il est donc essentiel de renforcer les liens avec le Maroc, étant donné que les deux pays partagent les valeurs communes. Toutefois, le rôle de leadership du Maroc se distingue particulièrement par sa crédibilité pour les États-Unis. Il est dans leur intérêt stratégique d'inclure le Maroc dans leurs initiatives, car bien que certains puissent percevoir les États-Unis comme éloignés des réalités locales, le Maroc, en tant que membre du monde musulman et acteur clé du continent africain, possède une compréhension profonde des enjeux régionaux. Sa longue histoire de leadership témoigne de son autorité légitime et de son engagement continu, qui ne se limite pas à un court terme, mais s'inscrit dans une tradition durable. Pour moi, ce partenariat apparaît donc comme une évolution naturelle. Il s'agit incontestablement d'une priorité stratégique dans le cadre de nos paris et de nos démarches pour reconquérir une région où la Chine déploie habilement sa puissance douce à travers des incursions multiples. Il n'y a donc aucune ambiguïté quant à l'importance capitale de la relation avec le Maroc. Cependant, cette compétition s'étendra sur plusieurs décennies. Je suis persuadé que l'administration a d'autres priorités, ce qui la rend moins attentive aux enjeux africains. Pourtant, l'Afrique, en tant que continent émergent, ne saurait être négligée. Elle continuera à se développer et le rôle du Maroc est essentiel pour garantir que notre croissance soit accompagnée de valeurs telles que la liberté, tout en empêchant les ambitions chinoises de s'imposer sur le continent. En effet, la Chine pourrait tenter de faire de l'Afrique un levier pour son projet global. Tout d'abord, l'immigration légale constitue une priorité pour le président Trump, étant le principal moteur de son retour à la Maison-Blanche. L'Amérique peut largement tirer parti de l'expérience du Maroc en matière de gestion de cette question, particulièrement en ce qui concerne l'immigration illégale, qui demeure un enjeu crucial pour le président. Par ailleurs, les relations euro-africaines que le Maroc soutient activement représentent un autre domaine d'intérêt majeur. Les États-Unis auront ainsi beaucoup à apprendre de la coopération marocaine qui se positionne en tant que pont stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Des projets ambitieux tels que la liaison entre le Nigeria et le Maroc sont suivis de près par l'Amérique, qui cherche à en évaluer les répercussions sur le continent africain et la région du Sahel. En outre, des crises persistantes affectent des pays comme la Mauritanie, la Libye, le Mali, le Nigeria et le Tchad, des nations dont la situation reste en grande partie méconnue des États-Unis. Dans ce contexte, le Maroc offre à l'Amérique des éclairages précieux sur la situation de ces pays et sur les meilleures façons de les aborder. Ces questions revêtent une importance capitale aux yeux de la diplomatie américaine et le président Trump accorde une attention particulière au renforcement des relations maroco-américaines qu'il souhaite voir se développer. Il n'est pas exclu qu'une future visite du président Trump aux États-Unis ou d'une rencontre avec le ministre Rubio au Royaume du Maroc soit envisagée pour discuter de nouvelles propositions.
مشاهدينا الأعزاء بهذا نأتي على C'est sur ces mots que se termine cette édition spéciale de votre émission depuis Washington que nous avons consacrée aujourd'hui à la visite d'État de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, qui s'est déroulée mardi dernier dans la capitale américaine Washington. إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه Cette الخاص visite a inclus une rencontre privée avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, ainsi que d'autres échanges importants avec des personnalités de haut rang de l'administration du président Donald Trump. Dans cet épisode spécial, nous avons suivi de près les témoignages relatifs au rôle stratégique du Royaume du Maroc et à la place qu'il occupe dans le paysage américain, tant dans la rue que parmi les élites académiques et politiques. Cette position de prestige a été renforcée par les rôles de leadership pionniers assumés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, dont l'admiration, l'estime et le respect sont largement partagés à travers tout le pays. Je vous remercie sincèrement pour avoir suivi cet épisode et vous invite à soutenir notre talk sur les plateformes de Médina TV. Merci pour votre fidélité. Je tiens également à adresser mes remerciements à mes invités de marque, l'ancien membre du Congrès, Tom Davis, responsable de la stratégie de communication de la Maison-Blanche et conseiller adjoint à la sécurité nationale, Mark Feifly, ainsi qu'à l'avocat et vice-président principal en charge de la politique étrangère, Ilan Berman. محامي ونائب أو نائب الرئيس الأول لمجلس السياسات Mes remerciements vont également à Nabil Michael, universitaire et analyste, professeur à l'université George Washington, حاضر بجامعة جورج واشنطن ainsi qu'à David Aronson, chercheur invité à la Heritage Foundation في مؤسسة et ancien directeur adjoint de l'Institut des Accords d'Abraham. الإبراهيمية Enfin, un grand merci à Georges Linduit, chroniqueur de l'émission depuis Washington. وكل فريق إنتاج برنامج Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode depuis Washington. دمتم بخير